Général Olivier Kempf, qui est consultant en stratégie, cyber et digital, membre du collectif EcoRadar, et vous dirigez la collection cybersécurité chez Economica. Eric Hazan, vous êtes ici, vous êtes cofondateur d'EcoRadar, vous êtes membre de la chaire de Saint-Cyr de cyberdéfense et co-animateur du groupe cybersécurité Hub France Intelligence artificielle. Et Yannick Harel, bonsoir, vous êtes responsable du département cyber chez TES, membre d'EcoRadar et membre de la chaire de cyberdéfense Saint-Cyr. Mon général, vous avez la parole. Merci, bonsoir. Alors on a été bien parano sur l'intelligence artificielle, on vient d'être bien parano avec le cyber. Et donc moi je vais vous parler, j'ai essayé de faire la liaison entre les deux, en vous parlant de transformation digitale, d'abord en essayant d'expliquer ce que c'est, de redonner le cadre général, et puis de faire le lien avec le cyber. Suivante. Alors, ouais, j'ai une... Non, mais c'est bon, je suis capable. Merci. Appuyer sur un bouton, je sais encore faire. Vous n'allez pas m'énerver, le général. Alors d'abord, la transformation digitale, qu'est-ce que c'est? C'est quand même le buzzword qu'on entend. On entend parfois transfo numérique, transfo digital. C'est peut-être un peu ce qui est en train d'arriver en ce moment. On nous parle aussi de révolution numérique. Et il n'y a pas de définition. Et donc, quand j'ai un peu commencé mes travaux, parce que j'étais monsieur transfo digital de l'armée de terre, imparfait, j'ai recherché une définition, il n'y en a pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement de la technologie, et c'est pour ça que c'est la définition qui est un peu proposée à l'écran. Ce n'est pas seulement des technologies, il y a des technologies bien évidemment, il y a aussi énormément d'usages, et puis il y a des méthodes. Donc tout ça fait que nous sommes dans une nouvelle phase de la révolution informatique, et je vais y revenir un peu plus longtemps. Et puis en sous-jacent, vous avez quelque chose qui est absolument essentiel, qui est la donnée, ou plus exactement les données. Et on y reviendra parce qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe aujourd'hui sans s'interroger sur les données, sur la valeur stratégique de la donnée. Alors ensuite, je vais forcément avoir des puristes qui vont me dire « mais pourquoi vous ne dites pas numérique, digital, c'est un anglicisme, etc. » Oui, si vous traduisez juste le mot « digital » en français, on devrait dire numérique. Le seul problème, c'est que digital, ça fait appel au doigt. Et aux doigts qui animent notre smartphone et qui donc insistent sur l'usage. Et ça, c'est peut-être finalement la richesse de la langue française, d'avoir justement cette pluralité de sens. Et donc, on a une langue qui est finalement plus riche que l'américain, où il n'y aura qu'un seul sens, alors que nous, on va avoir le numérique qui va plutôt s'intéresser aux chiffres, donc à la technologie, puis le digital qui va s'intéresser à l'usage, à l'homme. Et vous avez compris que qu'a un peu expliqué Thierry à l'instant, ce qui est important finalement dans tout ça, ce sont les hommes et la façon dont ils vont réagir et utiliser et pratiquer cette transformation digitale. C'est pour ça que je dis transformation digitale, et j'espère que les puristes me pardonneront. Est-ce que c'est une révolution? Non, c'est en fait la quatrième vague d'une révolution informatique qui a commencé il y a finalement assez longtemps. Les plus anciens ici, vous avez peut-être commencé vos vies professionnelles dans des endroits où il y avait des machines à écrire avec du carbone. Quand j'explique maintenant mes cours de cyberstratégie à des étudiants, je ne donne plus l'exemple, ils ne savent plus ce que c'est que le carbone. Les plus anciens, vous savez. Et donc, on est passé avec des ordinateurs, puis à l'ordinateur individuel, puis l'ordinateur individuel, on l'a mis en réseau, et puis on est passé aux premiers réseaux sociaux, ce qu'on appelait le 2.0, ça c'était les 3 premières vagues. Et là, on est sur une quatrième vague, qui est celle de la transformation digitale, et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, on est effectivement dans une phase d'accélération. Et on est encore au tout début de la courbe exponentielle. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, on est encore au début. Je veux dire, on est encore sur la phase légèrement ascendante, on n'est pas encore sur la phase très très montante. Des usages, c'est ça qui est assez important. J'ai essayé de mettre ça à l'écran. Regardez d'abord comment vous avez évolué depuis 5 ans grâce à vos smartphones. Vous ne vivez plus pareil, quel que soit votre âge, que la façon dont vous viviez il y a 10 ans, 15 ans. Et puis regardez surtout vos enfants, enfin pour ceux qui ont des enfants de plus de 10 ans, mais même maintenant les moins de 10 ans, ils ont un système de référence, de valeurs, de comportement, etc., qui est extrêmement différent de celui dans lequel les plus anciens ici ont pu être élevés, avec des côtés positifs et des côtés négatifs, mais en tout état de cause, ça secoue. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nous avons des comportements sociaux et collectifs
à partir de nos comportements individuels qui ont radicalement changé. Et donc quand on parle finalement de cette transformation digitale, moi j'essaye d'abord d'insister sur ce facteur humain, ce facteur social, ce facteur collectif qui est finalement en train de transformer nos interrelations. Et puis, on a des technologies. Et c'est pour ça que je les mets au pluriel et j'ai essayé de les représenter. Vous avez l'info nuagique en haut à gauche, c'est quand même très important. C'est quand même une structure technologique qui est sous-jacente à ce qu'on est en train de vivre. Vous avez le big data, et le big data, c'est là aussi différent de l'intelligence artificielle, ou du moins d'un certain type d'intelligence artificielle. Vous avez ce qui est en train d'arriver, c'est l'Internet des objets. Vous avez des structures API qui permettent finalement d'organiser les dialogues entre des plateformes, entre des applications, etc., etc. Vous avez les intelligences artificielles, parce que j'aime bien dire que c'est une discipline scientifique qui existe depuis 60 ans. L'IA, ça a 60 ans. La conférence de Wharton, c'était 56. Et puis, on a tout un tas de techniques et de sous-disciplines dans l'IA. Donc, tout le monde pense aujourd'hui l'IA, c'est le deep learning, l'apprentissage machine et puis l'apprentissage profond. Non, non, ça, c'est juste une technique qui est en train de faire un saut depuis 5 ans. Effectivement, grâce au flot de données et au processus de calcul, mais il y a aussi d'autres branches de l'IA qui ne sont pas mortes et qui, si ça se trouve, prendront le relais vers de nouveaux développements demain, quand finalement, peut-être, le machine learning s'essoufflera un peu. J'ai mis la robotique, parce que la conséquence un peu de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, donc les IA, le cloud, etc., l'Internet des objets, ça va être la robotique. Et puis après, vous avez aussi la blockchain, vous avez l'impression 3D. Là, à l'étage inférieur, là pour la conférence Novak, il y avait pas mal de choses en 3D. J'ai goûté un bonbon en 3D. Donc maintenant, la 3D, c'est pas seulement du plastique, c'est du métal, et puis ça peut même être de l'alimentaire. Voilà, je veux dire, l'impression 3D, ça va être quelque chose qui va beaucoup changer. Et puis, la réalité augmentée, vous l'avez évoqué, madame, tout à l'heure, docteur, ce sont des choses qui vont effectivement arriver, qui font partie de ces impulsions technologiques. Alors la donnée, c'est le carburant. Et le général que je suis aime à dire qu'il y a une association entre les formes d'énergie et les révolutions stratégiques. On a eu la vapeur, ça a causé toutes les guerres industrielles du 19e siècle. On a eu l'essence, je n'ai pas besoin de vous expliquer l'histoire du couple char-aviation et de la guerre de 39-45. On a eu l'atome avec cette révolution stratégique qui a été la dissuasion nucléaire. Sur cette première moitié du XXIe siècle, on a la donnée et elle va provoquer une révolution stratégique. Elle est en train de provoquer une révolution stratégique et tu y as fait un peu allusion, Thierry. Donc cette histoire de données, elle est importante et quand on dit que c'est une énergie, il faut réellement la comprendre d'un point de vue stratégique. Stratégique militaire, mais aussi stratégie générale, celle d'une société, celle d'un État ou celle d'une communauté d'États. J'essaye d'aller vite. Alors, en quoi ça affecte le cyber? Eh bien, ça affecte le cyber parce que cette transformation digitale fait que vous n'avez plus de limites. Des organisations se définissaient autrefois par leur système d'information ou par leur système d'information qui était finalement limité, puis on se disait qu'on allait pouvoir les protéger avec un phénomène de donjon cyber. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est extrêmement poreux. Mon smartphone est poreux, les frigos connectés sont poreux, tout est extrêmement poreux, et donc finalement, cette logique de la défense qu'on appelait périmétrique, et puis après on a été dans la défense en profondeur, la défense en réseau, etc., etc., tous ces paradigmes sont en train de sauter justement à cause de ces transformations digitales qui arrivent et qui changent non seulement les systèmes, mais aussi les comportements. Toujours la dualité usage-levier technologique. Donc ça, c'est finalement, nous, les spécialistes de la cybersécurité, ce qui nous inquiète. Il y a l'IA, mais il n'y a pas que l'IA. L'Internet des objets, c'est une profonde inquiétude pour les spécialistes de cybersécurité et de cyberdéfense. Même chose sur la blockchain. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va voir. Cela étant, et j'essaie d'aller très vite parce qu'il ne faut pas que je dépasse le temps, l'ATD apporte aussi des solutions. Vous avez des gestions de flotte, vous avez ce qu'on appelle du bug bounty, c'est-à-dire de la décentralisation de tests de systèmes de sécurité. Vous avez de la blockchain, et puis vous pouvez aussi avoir des procédures d'IA qui peuvent apporter des solutions de sécurité. Je travaille actuellement avec une start-up qui fait justement un système de clone intelligent qui va développer la gestion
des identités et des accès. Donc on voit bien que, comme tout phénomène évolutif, il apporte des aspects paranoïaques, des aspects de danger, des aspects de risque, et en même temps, il apporte les outils qui permettront partiellement, parce que nous sommes dans un système dynamique, et comme toujours en phénomène dynamique, on ne peut avoir que des réponses partielles, mais qui apporteront partiellement des réponses à ces nouvelles questions de cybersécurité. J'espère que je n'ai pas été trop long. Au suivant. Eric Hazan, on peut aller plus loin dans ces solutions. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors déjà, en quelques mots, je voulais indiquer à la salle que si les propos de Thierry ont été un petit peu anxiogènes, c'est le terme consacré, les miens vont l'être davantage, donc il n'est pas trop tard pour quitter la salle, si vous le souhaitez. Je dis, c'est amical, évidemment. Non, restez. Restez. Vous allez voir, normalement, c'est intéressant. Là où mon propos va débuter, c'est simplement, je me remets en arrière quelques mois, lorsque Thierry nous a parler de cet événement qui est là aujourd'hui. En plus, c'est difficile parce que c'est la fin de ce magnifique événement du Festival de l'Innovation. Donc, merci à tous d'être restés jusqu'au bout, en tout cas pour cette soirée. Et Thierry, tu m'avais signifié comme ça en me disant oui, ça va pas être une présentation académique ou pas trop, et n'hésite pas à raconter une histoire. Donc, je suis là pour vous raconter une histoire qui fait peur, un petit peu évidemment, mais surtout, je suis là pour porter à votre connaissance, partager une réflexion que j'ai engagée déjà depuis plusieurs années avec mes camarades ici présents, parce que il nous arrive effectivement dans nos digressions de phosphorer sur des sujets un petit peu stratosphériques. Olivier a parlé de stratégie, voilà, c'est un petit peu un de nos penchants, un de nos pendants. Avec l'intitulé de cette présentation, et on va rentrer dans le vif du sujet, que j'ai intitulé l'algorithme et l'Armageddon, ou l'algorithme ou l'Armageddon, ce qui peut faire extrêmement peur. Un petit peu d'histoire en arrière. On va passer rapidement, voilà. Je vais vous parler d'abord de Watson, que vous connaissez probablement pas. Watson, c'est un magnifique outil qui a été développé qui continue d'être développé par IBM, que tout le monde connaît, qui en réalité est un programme plus évolué que Deep Blue. Alors ça vous parle peut-être, si vous vous souvenez du champion d'échecs russe, Kasparov, qui a été battu par des ordinateurs en 1997, c'était Deep Blue. IBM a poursuivi ses recherches, même si elles avaient commencé un petit peu, bien avant évidemment, avec un programme donc qui s'appelle Watson, et on s'aperçoit qu'en 2011, ce programme est dévoilé, parce que évidemment IBM n'en avait pas forcément publiquement dévoilé ce programme, et au cours d'un jeu qui s'appelle Jeopardy, un jeu américain. Alors pour vous donner un petit peu l'image, Jeopardy, c'est le question pour un champion, mais avec des lots plus intéressants parce que les gagnants peuvent remporter plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ça change un petit peu des dictionnaires ou autre chose culturelle. Et donc Watson, en tout cas la première version, en 2011, bat à plat de couture les deux champions de ce jeu, avec quand même des capacités de calcul qui pour l'époque, moi je pense qu'elles sont intéressantes à mettre en avant. 2011, donc c'est quand même un petit peu le Moyen-Âge du numérique, avec notamment la possibilité de parcourir 200 millions de fichiers en moins de 3 secondes. Ça donne un petit peu l'ampleur du phénomène. Et puis on passe de cette première version de Watson à un Watson beaucoup plus évolué aujourd'hui, qui lui permet notamment, par exemple, d'interagir avec les êtres humains, c'est quand même assez fantastique, de pouvoir détecter les émotions au travers d'une analyse faciale, du visage évidemment, de détecter les émotions dans le ton que vous pouvez employer, et donc d'interagir, d'adapter son niveau conversationnel, son niveau d'interaction avec ses interlocuteurs. Ce qui prouve quand même l'évolution de ces machines, je les appelle comme ça, qui sont extrêmement perfectionnées. J'en viens, avant de vous dévoiler Norman, j'en viens après Watson à Norman, qui pour le coup est une expérience de chercheur, que j'ai oublié de saluer d'ailleurs. Je voulais dire que mon propos va parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité, et je salue vraiment tous les chercheurs du monde entier qui travaillent sur ces aspects, parce que les aspects bénéfiques de l'IA me semblent totalement, ne semblent pas à démontrer pour le moment. Donc revenons à Norman, qui, au travers d'une expérience artistique, alors c'est comme ça que les chercheurs du MIT, un célèbre laboratoire de recherche américain, l'ont proposé. En fait, Norman, c'est ce qu'ils ont appelé la première intelligence artificielle psychopathe au monde. En effet, il faut une bonne vision, on doit le voir derrière moi, Norman a été alimenté, parce que les intelligences artificielles, on les alimente en données, en images, en sons, etc. Et tout. Alors Norman, au lieu d'être alimenté de choses plutôt standards, ce que font les IA classiques, et Thierry ne me démentira pas à ce propos,
n'a été alimenté qu'au travers d'une des sections de Reddit. Reddit, c'est un des plus grands forums au monde. Une section très particulière qui est très morbide en réalité, qui va traiter de tout ce qui est mort violente, qu'elle soit accidentelle ou volontaire. Et donc vous imaginez cette intelligence artificielle, évidemment, a ingurgité des millions de données. Et au final, les chercheurs lui ont fait faire un test de Rorschach, vous savez, ce test qui va permettre au travers de formes de déterminer une émotion. Voilà, vous allez peut-être voir des choses un petit peu atypiques. Alors, il faut une bonne vision. La première forme, là, celle qui apparaît en noir, une IA classique, il verrait normalement un groupe d'oiseaux sur une branche. Norman, lui, absolument pas. Il a vu simplement un homme en train d'être électrocuté jusqu'à la mort. Ça donne déjà une tonalité. Deuxième exemple, les taches de couleur. Une IA standard le voit comme une personne qui tient un parapluie. Norman, lui, par contre, a vu un homme se faire assassiner devant sa femme en train de crier. Alors, je vous ai dit que ça allait être un petit peu anxiogène, mais c'est là où ce que les chercheurs, c'était cette année, ont pu démontrer qu'en nourrissant avec des jeux de données, même le plateau a eu peur, hein, en nourrissant avec un jeu de données biaisé, parce que toute la question repose sur les biais en réalité, on peut modifier le contexte d'apprentissage et donc d'appréhension d'une intelligence artificielle. J'en viens à ce qui m'intéresse parce que notamment j'avais commis un article pour un excellent magazine qui s'appelle Défense et Sécurité Internationale, un hors-série que vous pouvez retrouver éventuellement dans les archives, qui date de janvier-février 2016, où le Skynet Terminator, parce que mon propos arrive à ce Skynet Terminator, ou ce qu'on appelle autrement, ou ce qu'on pourrait considérer autrement comme des systèmes automatisés de défense ou de cyberdéfense, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est un peu la question. Alors, je fais un petit rebours en arrière également pour vous montrer cette accélération du temps. Pourquoi? Parce qu'en 1993, il y a deux chercheurs de la Rand Corporation, hein, qui est un grand centre de recherche américain, messieurs Arkila et Ronfeld, publient un papier d'une vingtaine de pages qui s'appelle « Cyberwar is coming », donc la cyberguerre arrive, qui passe probablement inaperçu, sauf que ce papier reprend ce que les Américains ont intégré dans leur doctrine depuis les années 60-70, ce qu'on appelle la domination de l'information, information dominance, ça c'est le premier point. En 2000, ce qui n'était pas encore le Homeland Security, la sécurité américaine, commence à développer des programmes, ça s'appelle Einstein, hein, Einstein 2, Einstein 3, des programmes qui ont été accélérés suite aux attentats du 11 septembre, évidemment, puisqu'il y a une manne financière qui s'est déployée dans ce type de programme. Ce sont des programmes de défense, en tout cas de recherche de vulnérabilité au niveau des administrations des agences américaines et de correction automatique. C'est très compliqué, d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à les mettre en œuvre. Donc ça, c'était en 2000, démarrage. En 2009, il y a la création de l'US Cybercommand, hein, dont on a vu une image tout à l'heure, donc le commandement américain de la cyberdéfense. En 2016, à Las Vegas, que Thierry montrait tout à l'heure, on a ce concours remporté par Mayhem, qui est un système qui lui permet de détecter, protéger et contre-attaquer. Alors, quid d'aujourd'hui? La question, elle est là. Moi, je vais simplement soumettre à votre réflexion, parce qu'il me semble qu'il est important d'avoir ces éléments. Aujourd'hui, il y a quand même des travaux de recherche qui, pour l'instant, sont civils, évidemment, mais qui peuvent avoir des propos duals, c'est-à-dire qu'ils peuvent être employés au niveau militaire, évidemment, qui sont, par exemple, de l'hypervitesse. L'hypervitesse, c'est quoi? C'est le fait de détecter, un petit peu comme on va avoir des éléments, des ondes, des prémices des tremblements de terre, on va pouvoir détecter des prémices d'attaque massive sur des réseaux. Et on va pouvoir permettre de réagir à la milliseconde. Ça, c'est l'hypervitesse. On a également des réseaux à cible mouvante. Alors, je pense que tout le monde va avoir l'idée de ce que c'est, un réseau à cible mouvante. C'est une attaque est détectée et votre réseau va se reparamétrer automatiquement, va changer d'adresse, etc., etc. Enfin, on a des principes de défense réactive en profondeur. Alors là, pour les plus férus d'entre vous, ça va notamment toucher à de la reconfiguration des noyaux. C'est extrêmement complexe, évidemment, mais ça donne l'idée, et ce ne sont que quelques briques, de la cyberdéfense de demain qui nous attend, parce que ce qui se fait aujourd'hui sera mis en application demain. J'arrive à la conclusion, et j'espère que, a priori, personne n'a quitté la salle, donc tout va bien. Ma conclusion, elle est très simple, c'est pour vous indiquer que ces éléments portés à votre connaissance me semblent importants pour nourrir votre culture, pour nourrir votre information, de manière justement à avoir une information, on va dire, vulgarisée et potentiellement exploitable pour chacun. Pourquoi? Parce que si l'on n'y prend pas garde, des dérives sont possibles, je terminerai quasiment sur cet aspect, et il demeure nécessaire que les citoyens conservent ce levier d'influence autant au niveau des politiques, évidemment, qu'au niveau des entreprises.
ma conclusion, et j'en termine vraiment là, j'ai 2 nouvelles, une moins bonne et une bonne. Alors, on commence traditionnellement par la moins bonne, c'est que je vous indique simplement qu'il est à peu près probable que l'on va devoir se pencher très sérieusement sur les systèmes automatisés de cyberdéfense, y compris en France. Et Thierry pourra nous en dire un mot probablement. La bonne nouvelle avec cette histoire, c'est que le risque actuellement est faible. Et donc, les décisions qui seront à prendre dans les années qui viennent sont encore devant nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Hazan. Finalement, il y a quelques bonnes nouvelles. Moi, on finit là-dessus. Et alors, avec Yannick Harel, on va se pencher sur un domaine qui est intéressant parce qu'il est très proche, c'est l'automobile. Alors, on a commencé à parler d'objets connectés qui sont des possibles points d'entrée de cyberattaques, etc., et qui peuvent en effet faire peur. Mais l'automobile, alors là, si je peux même plus faire confiance à... Qui nous parlait de l'Armageddon. Moi, je vais embrayer avec le Carmageddon, si vous me permettez. L'automobile, objet non consensuel s'il en est, qui déchaîne tout de même les passions. J'en suis arrivé dans mes recherches sur le cyber à m'intéresser de très près à l'automobile, et notamment aux automobiles 3.0. Alors l'automobile 3.0 qui vient donc après la 2.0 et la 1.0. La 1.0, c'est purement mécanique, la 2.0, c'est l'électromécanique, et la 3.0, c'est l'automobile connectée. Alors, on connaissait l'automobile avec ses faillibilités humaines, donc le Carmageddon. Or maintenant, et je prends pour référence par exemple un film qui était sorti à la valeur cinématographique qui est toute subjective, mais Fast and Furious, je crois que c'était le numéro 7, où vous voyez une meute de véhicules qui sont désignés... C'est un film ou c'est un jeu ? C'est un film. C'est un film. Le Carmageddon, c'est un jeu, et j'espère qu'il en restera juste au stade de jeu de ludiciel. Par contre, c'est un film, effectivement, mais qui repose sur des éléments qui sont tout à fait réels. C'est-à-dire, peut-on prendre à distance le contrôle d'un véhicule ? Là, c'était plusieurs véhicules, c'était une meute de véhicules. La réponse, elle est oui. C'est le Dr Miller et Valazek qui ont démontré avec un véhicule de la firme Chrysler qu'il était possible de le prendre à distance, alors en touchant des éléments de confort, donc par exemple augmenter ou supprimer la climatisation, à des éléments beaucoup plus névralgiques qui sont par exemple la pédale d'accélération, le retour de force dans le volant. Alors ceux qui sont amateurs, qui sont férus de simulation automobile savent de quoi il en retourne. Et donc on peut interagir avec ces véhicules. D'ailleurs, celui-ci s'est retrouvé dans un fossé. Précision, cette interaction négative, à des buts scientifiques bien évidemment, s'est déroulée à quasiment 10 miles de là. 10 miles, je crois que ça fait 15 km à peu près. Donc vous voyez, ce n'est pas impossible. Alors de là à en faire... comment dire, toute une réalité prochaine, ça n'est pas interdit. Mais simplement, et c'est là où je vais quand même lénifier un peu le propos anxiogène. C'est-à-dire, je préfère vous offrir une vision un petit peu plus mesurée, parce que je travaille avec des équipementiers, je travaille aussi avec des constructeurs. Donc ça, c'est un manufacturier suisse, donc vous voyez, qui fait des démonstrateurs techniques. Et voilà. Et ça... Et il faut donc faire intervenir des éléments très particuliers qui sont notamment l'interaction homme-machine, qui vont survenir non seulement dans le domaine technique, ça on maîtrise, on a les ingénieurs qu'il faut, avec le niveau qu'il faut, mais surtout un élément qu'il ne va pas falloir obérer, c'est l'élément, on va dire, plutôt psychologique. Parce que si vous regardez ici, ça c'est le modèle Rinspeed, je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais ce volant, lorsque vous le prenez en charge, se rétracte. Est-ce que vous imaginez, lorsque vous montez dans un véhicule autonome, le conditionnement psychologique qu'il faut avoir lorsque vous voyez le volant se rétracter, au moment où vous pilotez, enfin, où vous arrêtez plutôt de piloter. Voyez. Donc ça aussi, il va y avoir une formation, il va y avoir tout un conditionnement qui va se faire. Ça ne va pas se faire en une seule fois, mais au-delà de cet aspect, on va dire, très sensible, très physique, vous aurez de l'infotainment, de l'infogestion, où vous avez, par exemple, il n'y a plus, dans les véhicules, les automobiles 3.0, il n'y a plus de rétroviseurs latéraux, il y a des capteurs qui permettent d'avoir une vision panoramique sur 360 degrés. Voilà, c'est un des exemples, il y en a tellement, mais je pourrais vous en parler beaucoup plus en détail, je suis intéressable sur le sujet, j'y travaille beaucoup. Il faut savoir que chaque élément, maintenant, est
de vos véhicules modernes et à venir sont extrêmement complexes. Par exemple, je discutais il n'y a pas si longtemps sur les airbags. Vous ne vous imaginez pas la complexité du déclenchement et de la suppression de certains effets de l'airbag pour justement qu'ils ne se déclenchent pas de manière intempestive avec les ECU, c'est-à-dire des microprocesseurs intégrés. C'est relativement élaboré. Alors évidemment, il va y avoir cet aspect confort sur nos montres connectées, notamment par Bluetooth, avec, Eric pourrait même en parler, toutes les complications qu'il peut y avoir, notamment, on sait, pour les modèles qui sont inférieurs au 4.2, c'est-à-dire vous pouvez diriger votre véhicule est égaré plus loin, vous l'appelez, il vient se garer tout près de vous, parce qu'il reconnaît que vous avez une montre connectée et il détecte l'espace qui lui est attribué, donc il vient se garer. Il peut payer aussi à distance, c'est ce que le démonstrateur technique effectue. Cependant, tous ces éléments, je vous parle effectivement de l'homme et de la machine, s'inscrivent dans un écosystème qui est beaucoup plus vaste. Et c'est ça, je vous demande surtout de retenir, principalement, c'est qu'il ne va pas falloir penser véhicule autonome. Quand on parle automobile 3.0, on oublie de signaler qu'il y a énormément d'éléments, et donc des investissements, je tiens à le préciser, notamment en termes d'infrastructure, notamment qu'il va falloir aussi équiper les autres véhicules. N'oublions pas, nous allons avoir un effet asymétrique sur les routes, des véhicules autonomes, des véhicules non autonomes. Et pas forcément en électromobilité, d'ailleurs je le précise, l'automobile 3.0 ne se fera peut-être pas forcément du premier coup vers l'électromobilité, ça passera peut-être par une phase d'hybridation, ce que je pense. Vous avez des serveurs, le V2X ou tous les autres éléments, et vous avez, là on rejoint les villes intelligentes, le V2G, c'est-à-dire la smart grid, c'est-à-dire les réseaux électriques intelligents pour mieux gérer notre électricité, la décarbonification, etc. Mais c'est ce que je demande de retenir le propos, c'est que le véhicule autonome doit s'inscrire dans un élément beaucoup plus vaste, un monde beaucoup plus vaste qui est celui en fait des infrastructures. Alors pour information, voilà, ça c'est le côté vraiment anxiogène. Alors les dangers qu'il peut y avoir, les voici résumés. Donc ça peut passer par les DVD à l'ancienne ou les CD, les puces RFID, le Bluetooth, CAN VAN bus ou même FlexRay si vous voulez. Et je mets un point d'interrogation, mais là nous avons tous les spécialistes sur l'IA, bien évidemment, parce qu'on se retrouve. La bonne nouvelle, tout de même, et c'est pour ça qu'on travaille quand même beaucoup avec, c'est qu'il y a des normes qui existent. Alors je ne vais pas les énumérer, il y a SAE, NIST, ISO et compagnie. Il y a les ingénieurs avec le niveau qu'il faut qui travaillent dessus, et il y a vraiment des têtes bien faites et bien pleines aussi qui sont sur le sujet. Et donc ces véhicules du futur seront tout de même sécurisés avec des éléments de confort et de sécurité passive-active installés. Maintenant, ça réclame tout de même certaines précautions, et je distingue 4 plans sur ces problématiques. La première, c'est la préservation de notre patrimoine informationnel, car ces véhicules du futur, et c'est déjà le cas actuellement, sont des agrégateurs de données. Je vous demande vraiment d'y réfléchir, on pourra développer le cas échéant. Il faut la préservation de nos technologies innovantes. À Bordeaux, ici même, il me semble qu'il y a une société qui s'appelle Saft et qui est l'un des leaders mondiaux en matière de batteries connectées. Et ça, il faut le protéger absolument. On nous parle beaucoup de l'Airbus, des batteries du futur, etc. Voilà, ça c'est un patrimoine à protéger par rapport à nos concurrents américains, asiatiques. La préservation de notre réseau électrique énergétique, ça aussi c'est très important. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment réfléchir à un réseau augmenté, avec notamment des pics de charge et comment on les connecte, à quel moment, à quels endroits, etc. Afin qu'il n'y ait pas de... Le problème, vous savez, c'est pas quand la consommation totale de ce que ces véhicules, de ces électromobiles, quand elles vont arriver sur le marché, vont consommer, c'est le pic de charge, notamment entre 18h et on va dire et 21h. Ça, c'est la grosse problématique. Il y a eu des essais qui ont été faits en Angleterre et malheureusement, ils ne sont pas très probants. Ils sont pas, donc, on est en train de réfléchir dessus. Il y a des solutions, on en parlera peut-être éventuellement. Et très important, la sécurisation de nos lignes d'approvisionnement, notamment en métaux et terres rares, parce qu'actuellement, c'est une guerre commerciale qui est en train de se livrer. J'ai encore lu récemment en République démocratique du Congo, vous allez me dire, ça nous emmène un petit peu loin quand même, des automobiles connectés. Pas du tout, c'est une affaire de cobalt, et ça se retrouve dans des alliages divers, mais aussi dans nos batteries.
des batteries à lithium-ion, etc. Ça sert aussi pour pas mal de choses, les aimants, pour ceux que ça intéresse, etc. Et le cobalt, je crois, le gouvernement vient de passer de 2 à 10% la taxe d'extraction, sachant que les Chinois, les Européens, les Américains se battent justement pour leur extraction là-bas. Donc il y a des sources d'approvisionnement, notamment en terres rares, on sait que c'est surtout la Chine. Il n'y a pas qu'en Chine, simplement la Chine est un petit peu plus, on va dire, ouvertes sur les questions de pollution, d'extraction par rapport à ces terres rares. Nous aussi, on a aussi des territoires qui disposent de ces terres rares. Il faut voir aussi ce que l'on est d'accord de produire, comment le produire, sous quelle forme, etc. Ça aussi, la question vraiment de la logistique. Alors, les problématiques, elles ne sont pas exhaustives, c'est les principales. Effectivement, l'une, et c'est pour ça que tous les pouvoirs publics doivent, c'est partenariat public-privé, mais c'est quand même l'initiative des pouvoirs publics, c'est le coût de construction, d'entretien et d'amélioration des infrastructures. Et là, par exemple, j'ai relevé quelque chose, c'est qu'on est passé récemment du 90 au 80 km/h. Ça, je peux vous dire, principalement, il y a une problématique qui n'a pas été soulevée, c'est quand même la question des infrastructures. Parce qu'il n'y a aucun problème d'aller très vite sur les routes, ces infrastructures sont dédiées pour. Là où il y a le moins nombre de morts, c'est quand même sur les autoroutes. Mais il faut qu'elles soient dédiées, il faut qu'elles soient sécurisées. À telle enseigne que le préfet près de Nice a décidé d'abaisser la vitesse sur une autoroute à 90 km/h parce qu'il estimait que les infrastructures ne suivaient pas. Donc vous voyez, c'est quand même surtout une question d'infrastructure. Pourquoi ? Parce qu'il y a une homéostasie des risques. Plus vous roulez lentement et plus vous vous intéressez à d'autres choses. Voilà. Alors je pourrais développer le sujet, mais c'est assez long. Le maillage des différentes architectures, je passerai rapidement, mais sachez que quand vous réfléchissez automobile et environnement, écosystème, il va falloir mailler ça avec différentes structures, différents codages et autres. Le territoire, il faut penser, alors les villes sont très bien achalandées, par exemple en réseau de charge et autres, mais par contre, et bientôt en intelligence artificielle, on a des centres. Par contre, il va falloir penser ce qu'on appelle la périphérie, les zones rurales, etc. Où il y a aussi des hubs et autres qu'il faut développer, partenariat entre différents secteurs d'activité, et oui, les manufacturiers, les constructeurs, les équipementiers et les géants de l'IT qui deviennent de plus en plus prégnants et qui veulent se lancer dans le marché, Tesla notamment, Apple et autres. Pédagogie, formation des usagers, des employés, des agents publics bien évidemment. Je fais aussi un petit aparté sur la sensibilité électromagnétique. Alors ça aussi, on sait la calculer, donc on fait très attention dans l'automobile. Par exemple, sur vos téléphones aussi, vous regardez le niveau de DAS, on y fait vraiment très attention. J'interviens parce que souvent, elle n'est pas citée. Et puis, voilà, une volonté politique sur une base rationnelle et multifactorielle couplée à une vision prospective. Bon, ça fait un petit peu langage énarchique, mais il n'en reste pas moins, c'est une volonté politique à la base, mais rationnelle, c'est-à-dire pas de dogmatisme. C'est vraiment impératif. Et je le dis, moi je crois, on peut avoir effectivement ce démonstrateur technique sur nos routes, tout à fait fiable, en version autonome, pour que ça soit plus sûr, plus propre et plus rapide. C'est tout à fait possible. Mais il faut prendre en compte que les vulnérabilités existent, mais on a aussi d'un autre côté les normes pour juguler tous ces défis. Et nous avons les têtes qu'il faut. C'est-à-dire nous avons les solutions techniques et nous avons les personnalités humaines, les ressources humaines pour y parer. Voilà, je vous remercie et j'espère vous avoir fait un petit peu moins peur que ce qui était prévu au départ. Bien, merci pour cette présentation. Alors, Thierry Berthier, on a vu tous ces éléments. Moi, je voudrais vous redonner la parole avec une question très simple. Chaque fois qu'il y a des attaques, il y a des malfaisants, il y a des malveillants, et puis il y a des gendarmes. Et puis la technologie, elle essaye de se mettre au niveau des malveillants. C'est une course. Quels sont les atouts des gens qui travaillent sur la cybersécurité dans cette course aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que les menaces ne vont pas plus vite que vos capacités à travailler sur par exemple, des intelligences artificielles de sécurité ou des choses comme ça? Alors, c'est une question, parce que je vous pose cette question parce qu'on a beaucoup parlé de vitesse. On a l'impression que tout va très 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 vite, et donc y compris dans ces éléments-là. Bien sûr, l'accélération, elle se fait partout, en cybersécurité aussi, dans ce qui est cyberdéfense et système de défense aussi. Tout à l'heure, quelqu'un évoquait le trading haute fréquence avec une réduction des délais presque à la nanoseconde. 1 minute pour un humain en trading, c'est pas beaucoup. Pour un système d'algo-trader, c'est 1 mois de travail. Donc en cyber,
on s'achemine vers des délais comme ça, notamment sur la réponse à incidents, sur la détection des vulnérabilités. On va aller vers des fréquences qui sont plus hautes, et là, seule la machine est capable de le faire. Alors après, sur la course entre l'attaquant et le défenseur, de manière systémique, il est plus difficile de défendre un périmètre que de l'attaquer. L'attaquant, il suffit qu'il trouve un endroit pour y rentrer, et il va y aller en force. Alors que le défenseur, il va falloir qu'il pense la globalité de son système, et donc il va mettre beaucoup plus d'énergie pour défendre son système. Et plus le système sera complexe, plus ce sera difficile de penser à tous les types d'attaques possibles. Donc il y a un avantage systémique à l'attaquant, ça c'est certain. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'IA fait monter le niveau des attaques aussi. Aujourd'hui, les attaques d'il y a 5-6 ans, elles sont détectées. Aujourd'hui, quelqu'un comme Snowden serait dans l'incapacité de piquer des données dans son administration, de les exfiltrer et après faire ce qu'il a fait. Parce qu'un bon système de supervision réseau avec de l'user behavior analytics derrière détecterait immédiatement que son comportement n'était pas normal pendant les jours juste avant où il a exfiltré ses données. Donc ça, ce serait impossible. L'IA a transformé le type d'attaque et fait monter d'un cran la complexité des attaques à venir. Après, l'attaquant va s'adapter. Tout à l'heure, on a parlé de Google, des GAFA. Google fait un travail extraordinaire en intelligence artificielle, a développé à coups de millions de dollars des plateformes qu'il a immédiatement mis en libre service. C'est-à-dire pour l'attaquant, quel qu'il soit, un petit groupe, je ne parle pas d'un hacker un peu en sandales, chevelu dans son garage, ça ne marche plus trop aujourd'hui. Il y en a encore, ça? Difficile. Bon. Non, là, c'est pour les films de M6. Hein. D'accord. Là, il faut aller un peu plus loin. Aujourd'hui, ce sont des groupes quand même plus structurés, avec des gens qui sont ingénieurs et autres. Et donc, eux, ils vont tirer parti aussi de ces plateformes en open source et tirer parti de malwares très sophistiqués qui sont disponibles sur Internet. Donc, à la fois la défense et l'attaque augmentent en niveau, et il y a une course qui se crée. Alors, Général Olivier Kempf, là, on a parlé de cyberdéfense, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur le périmètre de la cyberdéfense. C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose de national? Est-ce que c'est forcément quelque chose de national? Ou est-ce que c'est... on a vu tout à l'heure la présentation du JEDI. Est-ce que ça peut être européen? Est-ce que c'est... À quel niveau ça se passe? Alors, je crois qu'il faut distinguer la cybersécurité et la cyberdéfense. La cybersécurité appartient à la cyberdéfense au niveau étatique, mais la cybersécurité est quelque chose qui est normalement propre à toute organisation ou tout individu qui a des systèmes d'information et qui doit donc organiser l'hygiène de ces systèmes d'information. Voilà. De la même façon qu'on se vaccine, qu'on va chez le docteur, qu'on prend des vitamines, etc. Nous tous, nous individus citoyens, ou nous petites entreprises, ou nous grosses organisations, on doit organiser une cybersécurité. Et puis après, vous avez quelque chose qui est du domaine supérieur, c'est bien pour ça que nous distinguons cyberdéfense et cybersécurité, même si les grosses entreprises peuvent avoir des petites couches de cyberdéfense, c'est-à-dire de cybersécurité beaucoup plus actives. Quand vous arrivez sur ce qu'on appelle le renseignement, dans le cyber ou du cyber, voire l'offensive, ça c'est réellement une prérogative étatique. Je dis pour l'instant étatique, on va voir le problème des alliances. Pourquoi? Parce que le cyber finalement appartient au cœur de souveraineté. La souveraineté, c'est quoi aujourd'hui? C'est la capacité à conserver des secrets. C'est ça la souveraineté. Et donc, le cyber est arrivé aujourd'hui dans ce champ très réduit des attributs de l'État. Vous avez la dissuasion nucléaire en France, vous avez les forces armées bien sûr, mais la dissuasion nucléaire, les forces armées, les opérations de renseignement de forces spéciales, et maintenant le cyber. Et à partir du moment où vous avez un domaine qui est du cœur de souveraineté, vous êtes dans une logique d'alliance, mais où vous n'allez pas tout partager. Vous ne pouvez pas fusionner. Donc, voilà. On ne peut pas fusionner. On peut échanger, on peut collaborer sur quelques segments, on peut faire des choses,
mais on ne peut pas fusionner. Et c'est pour ça que le niveau, il reste à celui de la puissance étatique. Et c'est là où vous voyez que vous avez... Même au niveau de l'OTAN, je vous interromps. Même au niveau de l'OTAN, parce qu'une alliance, finalement, s'aligne sur son maillon le plus faible. Et j'allais sur ce point-là, c'est-à-dire que vous avez des pays qui prennent les choses au sérieux et des pays qui négligent. Et voilà. Et donc, quand vous êtes aligné sur le niveau le plus bas, vous n'allez pas mettre ce qui est le plus cher à vos yeux, vous n'allez pas le partager avec quelqu'un qui risque de le faire fuiter par négligence, parce que c'est ça. Donc oui, la cyberdéfense, c'est quelque chose qui appartient à l'État et par construction, substantiellement. Et Eric Hazan, votre présentation tout à l'heure était assez spectaculaire. On a l'impression qu'il y a... Mais justement, c'était la même chose. Moi, je n'arrivais pas à bien saisir si c'était du domaine de bataille d'entreprise à entreprise ou d'individu à individu ou de réseau à réseau. À quel niveau ce que vous décriviez, à quel niveau se situe l'enjeu? Alors, mon propos est resté très général et très prospectif. Mon propos, c'était plutôt le fait de se projeter dans les années qui vont venir. J'allais dire les mots, non, dans les années qui viennent. Après, en parlant des attaquants ou des adversaires qui sont très nombreux, on va pouvoir distinguer plusieurs catégories, effectivement. Alors, je vais être très schématique. Il y a évidemment une compétition économique qui n'aura échappé à personne. Il y a une facilité, en tout cas des facilités qui sont offertes par le fait que la valeur ou la création de valeur, comme on l'appelle, est de plus en plus dématérialisée, c'est-à-dire elle est confiée à des systèmes numériques, pour faire très simple. Et ces systèmes numériques, on l'a vu au travers de nos interventions, sont extrêmement vulnérables. Et qui dit vulnérable, dit peuvent être pénétrés, ce qui est le cas, compromis. Et je peux vous assurer que les adversaires, je vais rester très générique pour l'instant, ne se gênent pas pour pénétrer ces systèmes, récupérer de l'information ou simplement rester dans ces systèmes d'information. Après, on va distinguer évidemment ce qui demeure, et c'est ce qui va toucher le propos d'Olivier, le propos précédent, c'est-à-dire il y a des aspects de souveraineté. Donc ça, c'est les États qui vont intervenir, qui vont parfois être entrés en conflit. On l'a vu avec les oui, exactement. Russie. Je ne citerai aucun pays, mais en tout cas, il y a des conflictualités. Moi, je peux le citer, on a vu. Effectivement. Ensuite, ce qui est plus difficile, c'est lorsque nous avons des entreprises ou des grands groupes qui, eux, s'appuient sur des outils d'État. Alors, je ne vais pas citer un pays, mais j'espère que tout le monde a en tête un pays en particulier qui, lui, est doté d'une toute une panoplie d'outils, d'agences au pluriel, ainsi que d'un droit très particulier qui lui permet d'être extraterritorial, c'est-à-dire qu'il a un droit qui lui permet d'être international, etc. C'est-à-dire, voilà, on est aujourd'hui dans cette compétition et les enjeux qui sont numériques, on parle beaucoup de sécurité numérique, on les relie de plus en plus à la sécurité économique, parce que l'influence, les impacts sont de plus en plus prégnants et touchent, ce qu'a dit Thierry tout à l'heure, de plus en plus les emplois si l'on ne prend pas garde. Et j'aimerais terminer mon propos par un constat qui est fait par beaucoup d'entre nous, les professionnels, un propos qui demeure relativement inquiétant, mais je pense qu'on peut le corriger, c'est de s'apercevoir, et c'est pour ça qu'une intervention comme ce soir, elle est extrêmement positive, bénéfique, c'est de s'apercevoir le déficit dans la culture de nos concitoyens, de vous, j'allais dire de nous, mais plutôt de vous, en matière de défense et de sécurité. Alors malheureusement, les attentats de 2015 ont fait rehausser le niveau, la prise de conscience, la vigilance. Voilà, c'est un état de fait. En ce qui concerne ces aspects beaucoup plus immatériels, beaucoup plus un petit peu comme ça, qui nous échappent, il y a une totale naïveté des citoyens, mais également des décideurs et des décideurs économiques. Bon, c'est en train de changer. Voilà, donc le message passe, c'est très bien que vous soyez là, soyez attentifs et emparez-vous de ce sujet parce qu'il y va de notre, j'allais dire, survie, mais c'est quasiment de ça dont il s'agit. Il y va de la survie économique autant de la France que de l'Europe. Olivier Kampf. Oui, à l'appui de ce que dit Eric, les attentats de Charlie de 2015 ont rendu visible la question terroriste. Comprenez que nous sommes en conflictualité constante, permanente, sur l'ensemble des segments de notre société. Je veux dire, voilà, on est en conflit. Le seul problème avec le cyber, c'est que ça ne se voit pas. C'est que ça ne se voit pas. Peu. Et l'évolution des attaques que l'on voit, c'est que les agresseurs ont monté leur niveau et savent qu'ils doivent être de plus en plus discrets et laisser le moins de traces possible. Mais, enfin, non, bref, je suis un peu oxygène là.
Oui, là, vous finissez, parce que c'était... J'allais vous dire, général, donner le mot de la fin, et là, vous avez un mot un peu dur. Là. Vous n'avez pas quelque chose de plus optimiste à nous proposer? Parce que, alors, après tout, c'est pas pour être forcément... J'ai quelque chose de plus optimiste. Depuis tout à l'heure, à propos de l'IA, du transhumanisme, etc., on a vraiment l'impression que nous, en Europe, et nous, en France, on était des branquignoles. En cyber, on n'est pas des branquignoles, on est clairement en première division. Attention, on ne joue pas le titre, on joue la Coupe d'Europe. Vous voyez, j'essaie de... Voilà. Bon. On joue la place en Coupe d'Europe, pour les amateurs de foot ou de rugby ou de ce genre de choses. Donc, premier message d'optimiste. Deuxième message, oui, il y a une vraie conflictualité. Troisième message, ça c'est une idée que j'ai lancée, on va mettre en place un service national universel. Eh bien, profitons de ce mois où tous nos jeunes, justement, qui ont cette transformation digitale, qui sont réellement dans ce bain-là. Voilà, pour avoir 4 jours de sensibilisation au cyber, ça serait peut-être pas mal pour que, justement, on diffuse de la culture. Et puis après, on est dans un monde qui bouge et qui doit s'adapter. Et contrairement à ce que tu... Voilà, je veux dire, sur l'asymétrie de la défense et la faiblesse de la défense a quand même un avantage, c'est qu'elle connaît parfaitement son système, alors que l'agresseur, il arrive quand même à l'aveugle. Et la défense, elle la maîtrise à l'intérieur, et donc elle peut réagir beaucoup plus vite finalement que l'agresseur, ce qui rétablit l'équilibre et ce qui donne justement une chance à la défense. Voilà. Merci beaucoup.